Columbia, dans le Missouri, est connue pour abriter l'Université du Missouri. Beaucoup considèrent Columbia comme une ville universitaire. C'est une petite ville où 30 000 étudiants débarquent chaque année. Pour le service de police de Columbia, un quartier rempli de jeunes turbulents n'est pas de tout repos. Il y a principalement de la criminalité liée à l'université avec les fêtes et les délits liés à l'alcool. À Columbia, il y a très peu d'homicides. Mais tout change, un après-midi de juin 2004. J'ai reçu un appel me signalant que quelqu'un avait trouvé un corps dans le quartier est du campus. Je suis commandante du district est, alors je suis allée sur les lieux. Le capitaine Schwartz retrouve une équipe d'agents déjà en train de sécuriser le périmètre. Le corps était entre deux appartements, étendu sur le dos, seulement vêtu d'un caleçon. Sa gorge avait été tranchée, vraisemblablement avec un couteau. C'était une grosse plaie béante, très profonde. Il présentait d'autres écorchures sur le haut du corps. C'était un crime extrêmement violent. J'étais étudiant à la fac et voir une telle chose arriver là où je vivais, c'était très dur. Les équipes médico-légales et la police passent les lieux au peigne fin. Malheureusement, l'arme du crime reste introuvable et l'identité de la victime inconnue. On a commencé à parler aux habitants du quartier pour voir si quelqu'un connaissait la victime. C'est un quartier dans lequel tout le monde se connaît et où les ragots circulent vite. Un badaud pense avoir reconnu le jeune homme décédé. Le corps a été identifié comme étant celui de Jesse Valencia. C'était un étudiant de l'Université du Missouri. On a découvert qu'il vivait dans le quartier, à 1 ou 2 pâtés de maison de là où son corps a été retrouvé. Le jeune homme de 23 ans vivait seul dans un appartement à 2 pas du campus. La police tente alors de déterminer si les événements qui ont mené à sa mort ont débuté chez lui. En entrant chez lui, on cherchait la moindre preuve initiale pour comprendre qui avait pu faire ça et pourquoi. L'équipe médico-légale procède à une fouille approfondie de l'appartement et embarque le téléphone, les cigarettes et d'autres effets personnels de Jesse. Pendant ce temps, la police quadrille le quartier pour savoir si les voisins ont vu quelque chose de suspect la veille. Son voisin a déclaré qu'il était rentré ivre chez lui autour de 3 heures du matin et qu'il a été réveillé par des cris dans l'appartement voisin. Il a frappé à la porte avant de retourner se coucher. Le voisin aurait entendu les cris aux alentours de 4 heures du matin. La police s'interroge. Qui était chez Jesse et pourquoi se disputait-il ? Ça nous a permis de préciser le laps de temps dans lequel c'est arrivé. Mais c'est tout ce qu'on avait à ce stade. Il n'y avait aucun indice sur l'identité du meurtrier. Quelques heures plus tard, un autre jeune homme arrive sur la scène de crime, en larmes. Cet homme s'appelait Jack Barry et il a déclaré aux enquêteurs qu'il était l'ex-petit ami de Jesse et qu'il vivait à 2 pas d'ici. Un ami avait appelé Jack Barry pour lui annoncer la mort de Jesse. S'il avait entretenu une relation avec Jesse Valencia, on se devait de l'interroger. Jack accepte de suivre les enquêteurs au poste pour un interrogatoire de routine. Mais avant cela, il donne les coordonnées de la famille de Jesse qui vit dans le Kentucky. On m'a téléphoné.
Et un enquêteur m'a dit que Jessie avait été tuée. En entendant ça, j'ai... Je suis partie en courant. Je me suis précipitée dehors en hurlant. C'était horrible. Même quand il était petit, Jesse n'a jamais eu de mal à se faire des amis. Tout le monde voulait passer du temps avec lui car il n'arrêtait pas de sourire et de rire. Jesse m'a dit qu'il était gay quand il avait 10 ans. Il était très ému, il a pleuré et il m'a dit qu'il avait peur que je le déteste. Je lui ai répondu que rien au monde ne pourrait me faire le détester. Après ça, il semblait très bien dans sa peau. À l'adolescence, Jessie gagne en confiance. Jesse adorait discuter, rencontrer des gens et se faire des amis. Au lycée, il a voulu essayer le mannequinat. Il s'en sortait très bien et je pensais qu'il ne retournerait pas à l'école. Mais un an après avoir décidé de devenir mannequin, il a dit qu'il voulait être avocat. Il avait décidé de faire ça et c'est pour ça qu'il est allé dans le Missouri. Linda a dit qu'il était spécialisé en journalisme et en histoire et comptait aller en fac de droit. Jesse Valencia était du genre plus vrai que nature. Il avait une forte personnalité. Il avait beaucoup d'amis, un très grand cercle social. Les enquêteurs doivent déterminer qui a pu mettre fin au jour de Jessie de façon si violente. Ils commencent par interroger Jack Barry sur sa relation avec le jeune homme. Jack a expliqué que Jesse et lui venaient tout juste de rompre et qu'il essayait de faire comprendre à son ex que c'était bel et bien terminé et qu'il avait besoin de tourner la page. Jesse aimait toujours Jack et avait du mal à l'oublier. Mais Jack fréquentait déjà quelqu'un d'autre. Le voisin aurait-il entendu une dispute avec un ancien amant au beau milieu de la nuit? Un conflit entre Jack et Jesse pourrait avoir mené à sa mort. Lorsque les enquêteurs demandent son alibi à Jack, il ne semble pas en avoir. Il était tout seul chez lui en train de dormir. À ce stade, Jack Barry était notre principal suspect. Les enquêteurs de Columbia dans le Missouri interrogent un jeune homme qui a récemment rompu avec un étudiant assassiné, Jesse Valencia. Jack Barry avait mis fin à leur relation car elle ne l'épanouissait plus. Jack décrit un couple qui s'étiole petit à petit après 2 ans de relation. Mais un élément de preuve retrouvé chez Jesse pousse les enquêteurs à remettre son récit en question. Les enquêteurs ont trouvé le téléphone de Jesse et le journal d'appel montrait que Jesse avait appelé Jack Barry à 3h18 la nuit des faits. Les voisins ont entendu une altercation dans l'appartement de la victime dans le même laps de temps. Forcément, ça a éveillé les soupçons. Mais Jack insiste. Il n'était pas du tout chez Jesse. Selon Jack, il était déjà couché lorsque quelqu'un a frappé chez lui à 3h18 du matin et qu'au même moment, Jesse l'a appelé. Il n'était pas rare que Jesse utilise son téléphone comme une sonnette. Jack était fatigué et n'avait pas du tout envie de se lever et de parler à son ex à 3h18 du matin et n'a donc pas ouvert la porte. Jack explique s'être rapidement rendormi. Mais la police doute de ses déclarations et l'interroge pendant des heures. Finalement, Jack a fondu en larmes en disant qu'il regrettait ne pas avoir ouvert la porte, car cela aurait pu empêcher ce qui est arrivé cette nuit-là.
Sa réaction était si sincère qu'il était clair que Jack avait encore beaucoup d'affection pour Jesse. Il est alors évident pour les enquêteurs que Jack n'a pas tué Jesse. Toutefois, ils font pression sur lui pour savoir s'il est susceptible de connaître le coupable. Jack n'avait aucune idée de ce qui pouvait lui être arrivé et de qui l'avait tué. Jesse Valencia est un étudiant de l'Université du Missouri. La police a retrouvé Jesse Valencia égorgé non loin du campus. Alors que le meurtre fait les gros titres du journal télévisé, la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc sur la ville. C'est probablement l'un des meurtres les plus macabres de Columbia. Ce n'est pas quelque chose de courant ici. Le meurtre d'un jeune homme gay, seulement une semaine avant la première marche des fiertés de la ville, est une nouvelle horrifiante pour la communauté progressiste de l'université. Que quelqu'un pense pouvoir s'en tirer sans être inquiété après avoir commis un crime aussi haineux, c'est impensable. L'histoire montre que la plupart des homicides sont commis par quelqu'un que la victime connaissait. La police voulait parler à quiconque avait été en contact avec lui, que ce soit des rapports sexuels ou une simple amitié. La police fait le tour du cercle d'amis de Jesse et tente de découvrir si l'un de ses proches pourrait lui en vouloir. Un nom est répété à plusieurs reprises, Zev Feintuck. Il s'agit d'un étudiant que Jesse a rencontré 2 semaines plus tôt lors d'un meeting politique. Les amis de Jesse ont dit « Peut-être que c'est cet homme, parce qu'il était un peu bizarre. Il avait un petit quelque chose de différent des autres. » Plusieurs amis de Jesse ont déclaré que Zev n'était pas bien dans sa peau et qu'il avait beaucoup de mal à s'accepter. Tout le monde n'était pas d'accord sur le fait qu'ils entretenaient ou non une relation romantique, mais ils passaient beaucoup de temps ensemble. Les rumeurs sur les batifolages des 2 jeunes hommes vont bon train. Et après le meurtre de Jesse, les commérages sur Zev prennent un tournant encore plus macabre. Quelqu'un a vu une personne qui ressemblait à sa description, en train de marcher dans la rue, débraillé et en larmes le matin du meurtre. Et sa voiture a été aperçue dans la zone. Les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à lui et ont décidé de l'interroger pour savoir ce qu'il avait à dire. La police convoque Zev au poste, mais il nie en bloc les rumeurs sur sa relation avec Jesse. Zev a déclaré n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec lui, qu'ils étaient amis et qu'ils ne faisaient que passer du temps ensemble. La police demande à Zev où il était entre 3h et 5h du matin la nuit des faits. Son alibi était qu'il était en train de dormir chez lui. Il vivait toujours chez ses parents. La police soumet Zev à une analyse de la voix pour détecter le stress et savoir s'il dit la vérité. Le test a révélé qu'il était malhonnête et mensonger. Ça pouvait être une preuve de culpabilité. Les enquêteurs décident ensuite de se rendre chez ses parents. Mais ces derniers confirment que leur fils est resté à la maison toute la nuit. Les parents de Zev ont déclaré que quand leur fils sortait, il passait toujours par la porte du garage pour prendre la voiture et que ça faisait un énorme bruit qui les réveillait à coup sûr. D'après eux, il est impossible qu'il soit sorti cette nuit. Zev avait donc un alibi. Alors que Zev Feintuck est rayé de la liste des suspects, les enquêteurs continuent de retracer les dernières heures de Jesse Valencia. Les enquêteurs ont discuté avec plusieurs amis de Jesse Valencia. Ils voulaient savoir où il était le soir et la nuit des faits. La police découvre que Jesse est allé à une fête chez un ami autour de 23h, le soir de sa mort. Certains amis de Jesse ont dit que ce vendredi soir, il était à une soirée avec un certain Ed McDavid. Jesse venait de rencontrer Ed McDavid. C'était un chef cuisinier. Ils s'étaient rencontrés depuis peu et ont commencé à sortir ensemble. Les amis de Jesse disent à la police que les 2 hommes ont quitté la soirée ensemble
en direction du domicile de Jesse. C'était aux alentours de 3 heures du matin, la nuit où Jesse a été tué. Ed McDavid semble être la dernière personne à avoir vu Jesse vivant. Il est possible qu'Ed McDavid soit rentré avec Jesse et qu'il l'ait tué. 12 heures après que le corps de Jesse Valencia ait été retrouvé, la police retrouve Ed McDavid, 22 ans, et le ramène au poste. Jesse avait rencontré Ed McDavid 2 jours avant sa mort et l'avait invité à rentrer avec lui ce vendredi soir, la dernière nuit de la vie de Jesse. Il a bien entendu été soupçonné. Mais Ed déclare que Jesse et lui sont partis chacun de leur côté peu après avoir quitté la fête. Il a discuté au téléphone avec Jesse en rentrant chez lui à pied la nuit du meurtre. Ed raconte que son colocataire était réveillé lorsqu'il est arrivé chez lui et invite les enquêteurs à lui parler directement. Ils n'ont rien trouvé en fouillant sa maison et tout ce qu'Ed McDavid a déclaré à la police a été confirmé grâce à ses relevés téléphoniques et aux témoignages de son colocataire. Alors, les enquêteurs l'ont laissé rentrer chez lui. La police espère que les résultats des analyses ADN en cours au laboratoire permettront de relier un de leurs suspects au meurtre de Jesse. En quête désespérée de réponses, la mère de Jesse est de plus en plus abattue. Elle se remémore une prémonition inquiétante faite par Jesse quelques années plus tôt. Quand Jesse avait 7 ans, il m'a dit qu'il allait mourir jeune. Il a dit « Je vais mourir jeune, mais je t'aimerai toujours. Tout ira bien. » Il concluait toujours par « Tout ira bien ». Évidemment, ça m'a bouleversée. Mais il a dit « On doit profiter à fond du temps qu'il me reste. » Le lendemain du meurtre de Jesse, la police reçoit son rapport d'autopsie dans l'espoir d'y déceler des preuves. Le médecin légiste a conclu que Jesse avait été assassiné aux alentours de 3, 4, 5 heures du matin. L'incision à la gorge est la seule lacération présente et la cause du décès. La blessure était si profonde que la lame avait entaillé la colonne. L'absence de blessure défensive laisse penser que Jesse a été pris par surprise. Ce qui était très étrange, c'est qu'il avait des bleus au niveau du sternum et au milieu du dos, entre les omoplates. Les preuves suggèrent que Jesse a très facilement été maîtrisé lors de cette attaque vicieuse. Les enquêteurs espèrent que des analyses médico-légales complémentaires pourront révéler d'autres éléments, voire désigner un tueur. Lors de l'autopsie, des tissus ont été prélevés sous ses ongles ainsi que des poils sur sa poitrine. Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire pour analyse. En attendant les résultats des analyses ADN, la police n'a d'autre choix que d'avancer. Beaucoup d'amis de Jesse ont été convoqués. Ils ont donné des preuves et beaucoup d'informations. Parmi ses amis, il y a un de ses camarades appelé Andy. Andy Schermerhorn était ce qu'on pourrait appeler un sex friend de Jesse. La nuit du meurtre, Andy n'était pas en ville. Mais le lendemain du meurtre, il se présente au poste avec un témoignage choquant. Andy Schermerhorn a déclaré aux enquêteurs que Jesse couchait avec un agent de police de Columbia. Il avait une relation avec un agent? J'étais étonnée. Fébrile, Andy raconte comment 3 semaines plus tôt, il a rencontré cet homme chez Jesse. Andy Schermerhorn a déclaré que la nuit du 14 mai, il était chez Jesse quand quelqu'un a frappé à la porte.
Quand Jesse a ouvert, un agent de police en uniforme était sur le perron. Et Jesse a dit « Tout va bien, je le connais ». Selon Andy, l'agent a retiré sa ceinture. Et en un rien de temps, les trois hommes étaient au lit ensemble. Quand ils ont terminé leur affaire, l'agent a dit « Ça doit rester secret ». Une liaison secrète entre un agent de police et une victime de meurtre, ça éveille grandement les soupçons. Si un de nos agents fréquentait Jesse Valencia, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi le cacher? Les enquêteurs doivent identifier l'agent. Ils lui ont demandé s'il pensait pouvoir le reconnaître s'il le voyait, et il a répondu que oui, car il l'avait vu seulement 2 semaines avant les faits. Les enquêteurs demandent à Andy de regarder un trombinoscope de tous les agents de police des services de Columbia. Ils étaient en train de marcher dans le couloir pour aller jeter un œil au trombinoscope. Et Andy Schermerhorn a tourné les pages sans les regarder avant de fermer le livre et de déclarer tout tremblant « Je viens de le croiser dans le couloir. C'était lui. » Le lendemain du meurtre de Jesse Valencia, les enquêteurs de Columbia dans le Missouri découvrent que la victime aurait eu une relation avec un de leurs agents. Andy Schermerhorn, l'ami de Jesse, a dit aux enquêteurs qu'il avait été témoin de leur relation sexuelle. Schermerhorn s'est mis à trembler et il a dit « Je viens de le croiser dans le couloir ». Et il s'agissait de Steven Arthur Rios. Pour la commandante de Steven Rios, Andy s'est forcément trompé de personne. Quand les enquêteurs m'ont dit que Steve pouvait avoir eu une relation avec la victime, je leur ai dit que c'était impossible. Steve était marié à une jeune femme formidable et ils venaient d'avoir leur premier enfant. La commandante Schwartz connaît très bien l'agent de 27 ans. Ce jeune vétéran est l'une des étoiles montantes des services de police. Steve était très sociable. Il communiquait très bien. Il était ambitieux. C'était un jeune agent de police bien parti pour gravir les échelons, car c'était un fonceur et un homme très populaire. Les enquêteurs ignorent si Andy dit la vérité. Mais avant tout, ils sont impatients de connaître la version des faits de Steven Rios. S'ils ont bien entretenu une relation, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a tué Jesse Valencia. Steven Rios est parti quelques jours en camping avec des collègues. Les enquêteurs commencent donc par vérifier son emploi du temps le jour où le corps a été retrouvé. Il est parti travailler en fin d'après-midi comme il en avait l'habitude. À ce moment-là, le corps avait déjà été retrouvé. Le sergent en service ce jour-là m'a dit que Steven Rios était allé sur les lieux pour aider à identifier le corps. Il avait contacté le sergent de service pour proposer son aide. Il a dit « J'ai rencontré Jesse Valencia quand je lui ai mis une amende le 18 avril. » Les enquêteurs demandent une copie du procès-verbal pour vérifier s'il confirme la déclaration de Steven Rios. Le 18 avril 2004, des amis de Jesse organisaient une fête et ils étaient tellement bruyants que la police a été appelée pour les calmer. Jesse, qui était un futur étudiant en droit brillant, a demandé « Avez-vous une raison suffisante ?» et ça lui a valu d'être arrêté. Steven Rios lui a donné une citation à comparaître au tribunal municipal pour obstruction à une opération gouvernementale. Un appel à la mère de Jesse vient confirmer les faits. Jesse m'a dit que quand il a été arrêté, l'agent de police qu'il avait emmené en prison était très gentil et qu'ils avaient papoté jusqu'au poste. Il a dit
J'étais un peu mal à l'aise, car il n'arrêtait pas de me poser des questions sur ma vie privée. Et je trouvais qu'il n'avait pas à me demander tout ça alors qu'il était en train de m'arrêter. Mais l'intérêt de l'agent de police ne s'arrête pas là. Le lendemain même, il frappe à la porte de Jesse. Après son arrestation, Jesse m'a appelé et il m'a dit « Le flic qui m'a arrêté hier soir est venu chez moi. Il m'a dit qu'il avait d'autres questions à me poser. Mais ces questions étaient de nature très personnelle. Ils sont sortis plusieurs fois après ça. Ils venaient chez Jesse sans prévenir, parfois encore en uniforme. Linda n'en sait pas beaucoup plus. Mais elle pense que Joan Sheridan, une amie de son fils, pourrait avoir plus d'informations à ce sujet. Lorsque les enquêteurs l'interrogent 2 jours après le meurtre, elle confirme que Jesse avait vu l'agent plus d'une fois après son arrestation. Il lui avait dit que l'agent venait chez lui entre 3h et 6h du matin pour coucher avec lui avant de repartir. Joan révèle avoir eu l'occasion de voir l'agent de près, une nuit où il a frappé à la porte de Jesse. Ils lui ont montré un tapissage de photos et lui ont demandé de désigner qui elle avait vu chez Jesse cette nuit-là. Et elle a montré Steven Rios. Les enquêteurs ont de plus en plus de preuves de la relation extra-conjugale de Steven avec Jesse. Et d'après le reste des déclarations de Joan, leur suspect pourrait bien avoir un mobile pour tuer. John a déclaré que quand il était allé au tribunal pour sa citation à comparaître, Jesse pensait qu'il serait relaxé parce qu'il couchait avec l'agent de police qu'il a arrêté. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a beaucoup énervé Jesse et il a dit à John que la prochaine fois que l'agent allait venir chez lui, il lui dirait que le chef de la police serait mis au courant de son petit secret s'il ne faisait pas annuler sa contravention. Lorsque les enquêteurs m'ont appelé pour me dire que Jesse avait menacé Steven de révéler son secret à son chef, j'ai eu une illumination. Il avait une raison de vouloir tuer Jesse Valencia. Steven Rios était très impliqué dans son travail et avait peur pour sa réputation. Il aurait été embarrassé et dévasté si cette information avait été dévoilée. Steven Rios est devenu le suspect principal. Accuser un des leurs n'est pas quelque chose que les enquêteurs prennent à la légère. Ils se réunissent pour établir le meilleur plan d'approche. Ils ne se sentaient pas encore prêts à l'interroger. Ils voulaient d'abord attendre les résultats des analyses ADN avant de le confronter. Mais tout à coup, Steven Rios a débarqué au poste et a demandé à parler avec eux. Il avait l'air contrarié, très contrarié. Les enquêteurs chargés du meurtre de l'étudiante Jesse Valencia se préparent à confronter leur principal suspect, un agent de police appelé Steven Rios. Mais c'est lui qui prend les devants. Steven Rios a déclaré qu'il avait entendu des gens raconter que Jesse avait une aventure avec un agent de police de Columbia et qu'il voulait prévenir les enquêteurs qu'il lui avait bien mis une contravention, qu'il n'avait pas eu d'autre contact avec lui et qu'il n'avait rien fait. Les enquêteurs lui répondent sans détour qu'ils n'ont pas entendu la même version des faits. Ils lui ont dit avoir parlé à une femme qui a dit être chez Jesse une nuit où il a frappé à sa porte. Steven Rios est resté silencieux avant de dire « Eh ben, vous savez, on est juste devenus amis, mais on n'a jamais eu de relation intime. » Et ils ont rétorqué « On a parlé à un autre jeune homme qui a dit qu'au moment où il avait des rapports sexuels avec Jesse, vous avez frappé à sa porte et les avez rejoints au lit. »
Et Steven Rios a répondu « Quoi? Du sexe ?» Comme si c'était l'accusation mensongère la plus stupéfiante qu'on puisse faire. Il était de plus en plus agité. C'est quelqu'un de très fier. Et il était contrarié, car il ne le croyait pas. Il est très facile de savoir que Steven Rios ment. Les enquêteurs ne le ménagent pas et leur suspect finit par craquer. Finalement, Steven Rios a avoué avoir eu des relations sexuelles avec Jessie. Il a commencé par prétendre que ce n'était arrivé qu'une fois, puis le compteur est monté à 6 rapports. Ces aveux sont stupéfiants et constituent un mobile de taille pour un meurtre. Il était mal à l'aise. Il ne voulait clairement pas que cette information devienne publique, car c'était un secret pour sa femme et toute sa famille. La police ne dispose pas de preuves matérielles de la culpabilité de Steven Rios. Mais elle a quelque chose de presque aussi puissant. On a pu prouver qu'il avait menti. Vous savez, on a un vieux dicton dans les forces de l'ordre qui dit qu'à défaut d'aveu, un mensonge avéré, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Steven Rios a beaucoup menti. Mais les enquêteurs n'ont pas fini d'interroger leur suspect. Ils lui demandent où il était la nuit du meurtre de Jessie. Il a dit qu'il était au travail et qu'il avait fini à 3 heures du matin. Et il a déclaré que cette nuit-là, il était allé sur le toit du parking avec plusieurs collègues pour boire quelques bières avant de rentrer à la maison. Il a dit qu'il était rentré chez lui vers 5h15, 5h30, avant de prendre une douche et d'aller se coucher. Les enquêteurs passent Rios à la casserole pendant plus de 3 heures, en quête de la moindre inconsistance dans son témoignage. Il a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Jessie, et les enquêteurs ont dû le laisser partir. Il était assurément suspect, mais est-ce que cela pouvait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable? L'étape suivante pour les enquêteurs est d'établir une chronologie de la nuit du meurtre de Jessie pour voir si l'alibi de Steven Rios est probable. Sa femme a confirmé qu'il était rentré à la maison entre 5h15 et 5h30. Les autres agents confirment que Steven Rios a travaillé jusqu'à 3 heures et qu'il a bu quelques bières sur le toit avec eux. Les relevés de la porte sécurisée montrent qu'il a quitté les lieux à 4h37, 45 minutes avant de rentrer chez lui. Un enquêteur a fait le trajet entre le parking et la maison de Jessie à la même heure, et le trajet a duré 3 minutes 30 secondes. Puis il a conduit du lieu du meurtre à la maison de Steven, et le trajet a duré 10 minutes. Cela laisse donc une fenêtre de 20 à 30 minutes sans alibi, au moment où Jessie Valencia a été tuée. Cette chronologie montre que Steven Rios pourrait avoir commis le meurtre dans ce laps de temps. Les enquêteurs fouillent la maison de Steven Rios, sa voiture et son casier. Ils ne trouvent rien qui le relie au meurtre. Puis, la capitaine Schwartz reçoit un appel alarmant. Steven m'a appelé en larmes, très perturbé. Il m'a dit « J'ai fait quelque chose de mal ». Je lui ai tout de suite demandé où il était. Et il m'a répondu qu'il était à Kansas City et qu'il avait un fusil. J'ai vraiment cru qu'il allait se suicider. Ma première réaction a été de dire « Non, arrêtez tout de suite et revenez. Revenez à Columbia, on va tout arranger. » La capitaine Schwartz convainc Steven Rios de parcourir les 250 km retour afin que la police le place en détention.
Il n'était toujours pas en état d'arrestation, mais il a été placé en hôpital psychiatrique pendant 96 heures sous surveillance afin de s'assurer qu'il ne se suicide pas. Mais Steven Rios est toujours en détresse et parvient à échapper à la sécurité de l'hôpital. Très vite, toute la police de Columbia est en état d'alerte. On m'a appelé pour me dire que Steve s'était évadé, qu'il était sur le toit du parking et menaçait de se suicider. Un agent l'a retrouvé au 3e étage d'un parking. Steven Rios a escaladé le rebord et lui a dit qu'il allait sauter. Quand ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il menaçait de sauter du toit du parking, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il pense? Steven Rios, un agent de police suspecté du meurtre de Jesse Valencia, a échappé à sa garde préventive et menace de se donner la mort. C'est une des zones les plus animées du campus. Il était environ 19h et il est monté sur le toit du garage en menaçant de sauter. Au sol, une foule de curieux s'était regroupée. Des gens filmaient et prenaient des photos. C'était très étrange. La police tente de dissuader le suspect de sauter. C'était reparti. Pourquoi nous faisait-il subir tout ça? Il nous faisait vivre à tous un cauchemar. Après 45 minutes de négociations tendues, ils parviennent à dissuader Steven Rios de sauter. Il a été ramené en détention, interné une nouvelle fois et soumis à une surveillance étroite pour risque de suicide en attendant qu'on finalise notre enquête et qu'on détermine s'il allait ou non être poursuivi pour le meurtre de Jesse. 3 semaines après le meurtre de Jesse, les analyses des poils retrouvés sur son torse donnent à la police la preuve qui lui manquait pour inculper Steven Rios. Ils ont pu attester que les poils retrouvés sur le torse de Jesse, des poils de bras plus précisément, correspondaient à l'ADN de Steven Rios. Et on a fait le lien avec la formation des agents de police de Columbia, où les étudiants apprennent à faire une prise d'étranglement qui coupe l'afflux sanguin du cerveau et fait perdre connaissance à la personne en 3 à 8 secondes. Cela pouvait correspondre aux poils de bras et aux hématomes retrouvés sur sa poitrine et au milieu de son dos. Le 1er juillet, 26 jours après la découverte du corps de Jesse Valencia, Steven Rios est arrêté et poursuivi pour meurtre avec préméditation. Avez-vous tué Jesse Valencia? Non. Lors de son procès d'1 semaine, l'accusation présente sa théorie du déroulé des événements. Steven Rios est passé chez Jesse après son service pour avoir des rapports sexuels, mais Jesse l'a confronté à son hypocrisie. Jesse l'a menacé de dévoiler son secret à son chef. Et il savait que sa carrière et son mariage heureux risquaient de prendre fin. Ça l'a mis en colère. Son voisin a entendu une dispute et a entendu Jesse crier « Arrête, arrête !» Puis, pieds nus, en sous-vêtements, Jesse a pris la fuite. Steven Rios l'a poursuivi. Il l'a attrapé par derrière et l'a étranglé pour lui faire perdre connaissance. Il l'a plaqué au sol et il l'a égorgé. C'est comme ça qu'on pense que les dernières minutes de Jesse se sont déroulées. L'accusation sait qu'elle a un dossier très solide, mais convaincre un jury qu'un agent de police est un meurtrier n'est pas chose facile. Il suffisait qu'un jury ait un doute sur sa culpabilité pour aboutir à un désaccord ou à un verdict de non-culpabilité. Après 8 longues heures, le jury rend son verdict. Le jury déclare l'accusé Steven Arthur Rios coupable de meurtre sans préméditation. J'ai ressenti un énorme soulagement,
voire de la fierté, une fois l'affaire bouclée et Steven Rios condamné pour ses actes. Steven Rios est condamné à la prison à vie pour le meurtre de Jesse Valencia. Justice n'a pas été rendue à mes yeux. Je voulais qu'il soit condamné à la peine de mort. Il a détruit ma vie. Quand un agent de police commet un acte de haine comme celui-ci et ôte la vie de quelqu'un, ça entache fortement la réputation des forces de l'ordre du monde entier. Pour la mère de Jesse, il faut se rappeler de son fils pour la vie qu'il a menée, pas les circonstances de sa mort. Je veux qu'on se rappelle du Jesse qui n'arrêtait pas de rire et qui voulait faire le bonheur des autres. Car c'était sa raison de vivre. Il ne voulait pas que les gens soient tristes. Il y aura toujours un vide. Il nous manque beaucoup. On parle de lui tous les jours.